Bonjour les amis, toujours dans cet univers artistique de la Art Galerie Opéra, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un écrivain aux multiples facettes et avec une production littéraire foisonnante. Un écrivain que vous connaissez déjà à TV Wallonie. Bonjour Armand Orion. Bonjour Marie-Jeanne. Alors Armand Orion, j'ai le plaisir de présenter votre nouvel ouvrage que nous allons montrer à la caméra, Passer la frontière, le récit d'une enfance. Alors, avant de pénétrer dans votre univers, Armand, je voudrais bien lire un petit extrait au début de votre livre, puisque la particularité de cet ouvrage, c'est que chaque chapitre, vous le débutez par une citation. Et j'aimerais bien lire un petit extrait de cette citation, si vous permettez. Bien sûr. La vie comporte trop d'émotions et d'intérêts contraires pour être acceptée comme un tout. Et sans doute, le travail du narrateur consiste-t-il à arranger les choses pour arriver à ce but. Quoi qu'il en soit, chaque fois que nous parlons du passé, nous mentons comme nous respirons. Alors, dites-nous Armand, dans cet ouvrage, qui est une autobiographie, chaque chapitre commence par une citation. Alors, cette première citation, dites-nous pourquoi. J'ai beaucoup aimé la pirouette de Maxwell, citée par Colin McCann. Oui, j'ai oublié de dire Maxwell. Bien sûr, oui, oui. J'ai bien aimé cette pirouette parce que, et je peux en parler encore plus maintenant que des dizaines de lecteurs sont revenus à moi, entre autres des lecteurs qui ont partagé avec moi l'enfance que je décris, et qui mettent ceci et cela en doute, en disant « Ah oui, mais moi je me souviens, c'était pas exactement comme ça ». Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, qui, à part celui qui vit le moment même et qui en parle au moment même, qui peut prétendre que cela s'est passé exactement comme ça? Le plus important est probablement la qualité du souvenir que l'on a, les forces que l'on a trouvées dans notre enfance et qui nous ont suivis, comme un bel héritage, ça c'est le plus important. Mais dire que l'on a fait une relation au millimètre près de ce qui s'est passé pour moi ici il y a 60 ans, ça me paraît très prétentieux. Voilà qui est dit, Armand. Alors, après les enquêtes de l'inspecteur Juste, la belle trilogie de Bellegarde, pardon, oui. Bellegarde. Oui. Alors, nous allons parler de ce 10e ouvrage, c'est déjà votre 10e ouvrage. Alors dites-nous Armand, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie à un moment donné de quitter la fiction pour une autobiographie de votre enfance? C'est deux choses. C'est d'abord le hasard de la vie qui m'a fait revoir, un peu par accident, un peu aussi par système de réunion familiale, toute une série de gens qui, quand ils avancent en âge, comme moi, je suis en train de le faire, inéluctablement, on est en train de raconter des souvenirs, de partager des souvenirs communs, et ça fait du bien. Mais en même temps, on en reste là. Mais il y a une autre raison qui a fait que j'ai commencé à écrire ce bouquin, c'est l'existence complètement éparse de 4 ou 5 nouvelles, dont je ne citerai pas exactement le périmètre dans le livre ici, mais des nouvelles qui étaient dans mes tiroirs, ou plutôt dans les tiroirs de mon ordinateur, et qui n'en sortaient pas. Et le côté commun de ces 4 ou 5 nouvelles, c'est qu'elles avaient toutes trait à l'enfance. Et donc, j'ai pensé qu'elles pourraient trouver une deuxième vie si on les insérait dans un discours plus continu. Et voilà. Ça, c'est peut-être l'explication rationnelle de cet aboutissement, de cette autobiographie. Mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où, à un moment donné, vous avez eu envie d'écrire sur votre enfance? Oui, je suis d'une génération un peu particulière. J'étais orphelin de père à l'âge de 11 ans et je suis devenu orphelin de père et de mère à l'âge de 22 ans avec des enfants jeunes. Ce que cela crée dans l'avancée en âge que moi j'ai vécu depuis, c'est une fondamentale absence de témoignages vivants par mes ancêtres, puisqu'ils ont disparu. Alors, on se raccroche un peu à ce qu'on peut pour en
en faire, comment dirais-je, quelque chose qui rassure le corps et l'âme. Et j'ai toujours été de toutes les fêtes cousinades, des deux côtés dans ma famille, parce que c'était l'occasion de remettre un tout petit peu les souvenirs en place. Et voilà, en plus, ce qui était intéressant, je pense, pour moi, ce qui m'attirait, c'était l'exercice technique d'écrire quelque chose qui flirtait entre la réalité et la fiction. Donc vous voulez dire que c'est pas 100% autobiographique. Il y a disons 88, 89%, oui. Oui. Il y a quelques pirouettes dedans. Voilà. Mais il y a cependant aussi une particularité dans cet ouvrage, c'est que vous ne nommez jamais ni les lieux, ni les personnes. C'est la frontière, ou le bourg, le village, grand frère, jeune tante. Vous ne nommez jamais ni les lieux, ni les personnes. Oui. Oh, d'abord, c'était un pari à la Pérec, hein, Pérec qui a écrit tout un livre sans mettre la lettre E. Moi, c'était un peu moins terrible comme pari, mais c'était dire, il y avait quelque chose de plus puissant que ça, que simplement la sportivité du texte. C'était le fait que je voulais transmettre un document qui avait, c'est très prétentieux, une valeur plus ou moins universelle. On a tous des enfances où on a été trimballé d'un endroit à un autre sans le demander. Hein, au milieu du livre, je quitte le paradis pour aller vers l'enfer, qui ne sera finalement pas l'enfer du tout, hein, etc. Et je me disais, on a quasi tous des souvenirs, on a tous des souvenirs à raconter parce qu'on a tous été enfants. Et je voulais rejoindre un peu l'universalité de ce qu'était un récit d'enfance en proposant le mien, sans le figer trop dans des prénoms, dans des noms de lieux, dans des... Je suis même assez vague au niveau du langage que l'on parle dans les différents endroits. La couverture n'est pas triste. Elle est de nouveau, comme le bouquin précédent, l'œuvre de ma belle-fille. On y voit une photo, mais on y voit surtout une carte flottée avec le trait brun qui est le trait d'une frontière. C'est tout. Dans ce récit, il y a des rencontres. Vous venez de dire, je pensais à cet âge-là quitter le paradis pour aller vers l'enfer. Ça n'a pas été du tout le cas par après, mais au moment même peut-être. Vous avez quelques anecdotes intéressantes. À 6 ans, justement, votre voisin, c'est un imprimeur, vous lui rendez visite et il dit une phrase assez intéressante quand il vous dit « Allez, grand écrivain, tu reviens quand tu veux ». Il avait vu juste votre voisin. Je suis très ému quand je repense à ce souvenir-là, parce qu'en fait, c'est un souvenir que j'ai reconstruit. Rien n'est délibéré chez un gamin de 6 ans, 6 ans et demi, qui accompagne son voisin. Maintenant, on interdirait aux gens de parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. À cette époque-là, c'était la grande confiance. Et il m'avait emmené dans son antre dans lequel j'entendais, nous, de notre côté du mur, une tube qui était la linotype qui imprimait à l'ancienne encore, tous ces trucs-là. Et alors j'ai trouvé des choses étonnantes. Alors que chez nous, mon père et ma mère avaient comme livre fixe à peu près 3 livres qui étaient des livres techniques pour mon père. C'est tout. Pour le reste, il n'y avait rien de littéraire. Qu'est-ce qui a fait que quelque chose là a commencé et s'est poursuivi par la copie de tous les noms et prénoms et lieux de naissance de tous les écrivains du Petit Larousse. Il fallait être un peu timbré et je l'étais. Oui, justement, à propos du dictionnaire aussi, c'est intéressant cette anecdote. Oui. Le dictionnaire, c'était votre ami, quoi. Vous avez l'amour des mots et le dictionnaire était vraiment une forêt foisonnante. Oui, depuis toujours l'amour des mots, mais aussi, et ça je le glisse ici avec quelques exemples du patois frontalier, la chance énorme que j'ai eue de naître dans un milieu qui était d'office bilingue par mon père francophone, ma mère germanophone, et par le milieu dans lequel je vivais. C'était pour moi normal d'entendre plusieurs langues. Ça me faisait déjà un petit peu d'avance, mais c'est moi qui, des 4 frères, a le plus exploité ça. D'ailleurs, votre profession, professeur de langue, oui, puisque vous et même traducteur aussi. Professeur, traducteur, oui. Revenons à votre ouvrage. À travers votre propre histoire, il y a un autre intérêt que je trouve intéressant, c'est qu'à travers votre histoire personnelle,
en toile de fond, il y a également l'histoire avec un grand H. Je pense justement à 2 épisodes. Lorsque votre père échappe à une mort certaine, puisqu'il y a une bombe là quelque part qui éclate, heureusement pas à son passage. Et puis il y a un autre épisode, je vous demanderai aussi de nous expliquer. Donc nous sommes à quelle époque? Disons que c'est... je suis né en 1950, là je ne peux pas réinventer l'histoire. On vit dans une région frontalière entre la Belgique et l'Allemagne, soyons clairs, qui est... Mon père est douanier. Les douaniers sont très importants à ce moment-là parce qu'il y a une fraude entre l'Allemagne complètement dévastée et la Belgique qui est incommensurable. Et donc, être douanier est quelque chose de dangereux. Je raconte aussi l'histoire de l'arrestation d'un groupe dans un camion, etc. Tout ça était en plus très impressionnant. Ça m'a été raconté comme moi, gamin, j'avais quoi, 5 ans, quand mon père s'est livré à ça, lui qui était particulièrement taiseux. Et ici, c'est vrai, on nous interdisait d'aller promener dans certains bois quand on était petit. Et mes parents n'y allaient jamais non plus. Et on ne savait pas pourquoi, et on ne disait rien là-dessus. Tout comme, dans mon premier roman, je l'indique, beaucoup de gens se sont tus dès la guerre terminée parce qu'ils ne voulaient pas revivre quoi que ce soit, ni l'évoquer. Ici, simplement, beaucoup de terrains frontaliers étaient minés. Et il y a eu beaucoup de blessés et de morts, clairement, comme dans tous les conflits mondiaux actuels. Alors il y a encore un autre épisode qui, en toile de fond, c'est un peu notre histoire de la Belgique, c'est le choix de votre école lorsque vous avez 6 ans. Il y a une petite tension entre maman et papa, puisque l'un est pour l'école catholique, l'autre est pour l'école communale. Donc là aussi, il y a une tranche d'histoire dans notre système scolaire. Au-delà de cela, si vous me permettez, Marie-Jeanne, il y a quelque chose que je veux dire, c'est que l'écriture de ce livre, pour moi qui ai maintenant 72 ans, m'a remis devant les yeux la réalité de l'omniprésence de la culture catholique dans les villages et les bourgs de campagne. Et peut-être encore, c'était encore pas mal le cas dans les petites villes aussi. C'était en fait une omniprésence qui touchait à la dictature. Quasi aucune autre possibilité de vivre, de passer son dimanche, n'était possible et surtout n'était tolérée et n'était bien vue. Sans aller à la messe. Absolument, oui, oui. Et le monde de l'éducation, le monde du divertissement était complètement cadenassé par l'Église, les prêtres, les écoles avec les bonnes sœurs, etc. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, puisque c'était comme ça, je ne savais pas comment le monde aurait pu tourner autrement. Et alors sont arrivées dans le bourg des premières personnes qui ont commencé, à part l'école communale qui elle était de toute façon catholique, sont arrivés des gens qui pensaient un peu autrement et qu'on appelait d'une manière vraiment comme si on mordait dans un fruit pourri, les libéraux. Les libéraux, c'était en fait Satan et les damnés. Et dans ce milieu, vous rendez également hommage, un très bel hommage à Oma et Opa. Quelques mots à propos de cette fraction de vie? C'était un couple d'abord extraordinaire au niveau du physique. Lui était petit et elle était grande. Lui venait de la campagne, mais vraiment la très pauvre campagne, et elle venait de la ville. Une ville allemande en plus. Et donc, je ne sais pas ce qui a fait qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont travaillé à la ferme, mais c'est peut-être pour elle que ça avait demandé le plus d'efforts. Ce sont des personnages très pittoresques, mais ce sont d'abord des personnages qui m'ont entouré d'amour pendant mon enfance, et ça c'est merveilleux, merveilleux. Oui. C'est un très beau passage, justement, ce souvenir de Oma et Opa. Oui. Alors Armand, écrire sur la famille, c'est parfois un peu une gageure. Ça provoque parfois des ruptures. Je pense à un écrivain, Lionel Duroy, qui, lorsqu'il a écrit sur sa famille, il s'est brouillé complètement, coupure totale avec sa famille. Or, vous, votre récit, il est tendre, doux, bienveillant. Est-ce que vous avez eu des retours, justement, de votre famille? Les premiers retours, et je ne m'y attendais pas, alors qu'ils étaient devant mon nez, ce sont mes 3 enfants, qui ont toujours vécu une forme de manque, un petit peu une blessure, inévitablement, parce qu'ils n'ont jamais eu de grands-parents du côté paternel.
Et donc ici, ça sert un tout petit peu de remplacement. Et ces 2-3 que j'ai eus, donc c'est de mes 3 enfants, que j'ai eu le plus, mon épouse connaît ces histoires-là par cœur, elle ne veut même plus les entendre. Mais les 3 enfants ont eu des messages magnifiques, magnifiques. Comme si j'offrais le cadeau de la décennie, quoi. Ils découvraient ce qu'avait été le temps et l'espace d'où je viens. Le retour des frères? Parce que grand frère, il est toujours présent. Bien, très bien. Il est très heureux, il a ri beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même très comiques. Hein, ou qui sont vues avec humour, ce qui équivaut. Oui, c'est très bien. Ce qui est étonnant aussi, il ne se passe pas une semaine sans que je ne sois appelé au téléphone par quelqu'un dont parfois je ne sais plus très bien à quoi il ressemble et qui a en fait partagé les bancs de l'école primaire avec moi. C'est vraiment étonnant. Et alors, c'est un flot parallèle de souvenirs qui apparaît. Je dois être patient parce que ces gens, en général, ils commencent sans le savoir à écrire leur propre mémoire. Et ils me rappellent aussi des choses dont moi je ne me souvenais pas vraiment, activement, et j'aurais dit, oh zut, j'aurais pu mettre ça en plus. Hein, et il vaut mieux ne quand même pas en mettre trop parce que ça finirait par lasser. En tout cas, c'est un très beau récit, riche, comme vous dites, plein d'humour, rythmé, agréable à lire. Il se lit comme un roman et nous le conseillons vivement. Donc, Passer la frontière, un récit d'enfance. Et alors, je voudrais encore poser une question, Armand Rion. Étant donné que votre production littéraire, elle est foisonnante, comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut déjà penser, parler d'un prochain projet? J'espère que mon éditeur ne va pas regarder cette émission parce qu'il va alors être très, comment dirais-je, il va faire un arrêt cardiaque si je lui dis que le suivant est prêt. Non, le suivant n'est pas prêt. Il me dit, pour qu'un livre fasse sa carrière commerciale, il faut 2 ans. Donc j'ai mis un peu la pédale douce, mais c'est vrai, il y a un bouquin qui est en route, qui est tout à fait spécial. Vous passez à la fiction de nouveau? De nouveau complètement à la fiction. Oui. Une fiction hyper moderne, sur fond de handicap profond, de secte, de millénaristes, d'eugénisme et de toutes sortes de choses. Ouais, ça va être quelque chose. Oui, ça va être bien. Eh bien, vous nous donnez déjà envie. On peut dire, Armand Rion, que vous êtes un peu la Méline Nothomb au masculin. Mais les files à la foire du livre sont un peu moins longues pour moi que pour elle. Tant mieux d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment elle fait. Voilà, voilà. Voilà, le rendez-vous est pris, Armand Rion, pour votre prochain ouvrage. Nous vous donnons rendez-vous dans notre émission Un livre des livres. Merci et à bientôt.